1923, à la gare du Caire, une femme de la haute société égyptienne lève le voile qui lui cache le visage. L'Assemblée est sous le choc, puis l'applaudit. Cette femme, c'est Houda Sharawi, de retour d'un congrès féministe à Rome. Cézanne Baraoui, sa collaboratrice et amie, se souvient. Sur le bateau, je lui dis « Écoute tante, nous n'avons pas été, je crois quand même, à Rome, dire que nous sommes émancipés et nous allons encore de nouveau porter le voile à notre rentrée. » Ce qui a peut-être aussi aidé la chose, c'est que les 2 personnes de la famille qui pouvaient nous empêcher étaient morts l'année précédente. Elle, son mari, et moi, mon père. Quand nous sommes revenus dans le train, elle m'a dit « Écoute Cézanne, c'est très facile, tu sais ce que nous ferons? Nous lèverons le voile noir et nous l'accrocherons comme ça. Alors on ne verra que notre visage. » Les femmes du peuple n'étaient jamais voilées, ni les paysannes. Enfin, elles avaient la tête couverte, bien sûr. Et c'est vraiment un marqueur de privilège. Pas du tout des marqueurs religieux. Quand elles manifestaient, les grandes dames manifestaient en voiture. Mais alors justement, ça veut dire qu'elle devient une Égyptienne comme une autre. Issue d'une famille privilégiée d'origine turque, Alouda Sultan naît en 1879 dans l'Égypte sous protectorat britannique. Fille d'une esclave circassienne et d'un homme politique, elle s'initie au piano, au français. Elle étudie le Coran, mais n'est pas autorisée à apprendre l'arabe. Comme toutes les femmes de son rang, elle partage ses journées entre une intense vie sociale et la gestion du harem, qui est loin d'être ce lieu d'érotisme imaginé par l'Occident. À 13 ans, elle est mariée contre son gré à son tuteur, un cousin beaucoup plus âgé. C'est un mariage qui lui est imposé, contre lequel elle essaie de se rebeller et puis elle est obligée d'accepter. Mais déjà enfant, elle met très jeune, elle met comme condition à ce mariage la monogamie. Et son mari est déjà marié, donc elle va exiger qu'il répudie sa première épouse, mais comme il continuera à la voir, elle demandera le divorce. Ali Sharawi est un des dirigeants du WAFT, le parti nationaliste. Houda s'investit dans les œuvres sociales, puis en 1914, elle crée l'Association intellectuelle des femmes égyptiennes. L'apport du nationalisme, c'est d'être un nationalisme qui s'adresse à l'ensemble du peuple égyptien. Bien sûr, une majorité musulmane, mais aussi des Coptes. L'association qu'elle va créer sera créée dans la cathédrale copte du Caire, et puis des femmes juives. Et les chrétiennes et les juives, en fait, ont largement précédé Houda Sharawi dans l'émergence d'idées féministes et dans la participation des femmes à l'espace public, à travers en particulier la création de journaux. Donc elle va fédérer tout ça, et c'est là qu'il y a un croisement entre le féminisme et le nationalisme. Ces rencontres avec des intellectuelles occidentales façonnent sa pensée féministe. Eugénie Lebrun, femme du Premier ministre d'Égypte Hussein Roujdi, mais aussi Marguerite Clément, qui explique qu'on peut trouver dans l'islam les fondements des droits des femmes. Très tôt, elle a vu qu'on pouvait s'appuyer sur l'islam pour demander beaucoup plus de droits pour les femmes, y compris l'égalité. Donc en ce sens, elle précède ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement des femmes, des féministes musulmanes. Mais en même temps, elle se rend compte par nationalisme qu'il faut s'adresser aux femmes de toutes les communautés. Et du reste, ses amies, bien entendu, sont françaises, sont chrétiennes. En 1919, les femmes sont nombreuses à manifester pour demander le départ des Britanniques. Pourtant, quand les négociations sont engagées, elles ne sont pas consultées. Il est tout à fait injuste que le WAFT égyptien, qui lutte pour les droits de l'Égypte et pour sa libération, dénie à la moitié de la nation la part prise à cette libération. En 1923, la rupture avec le parti est consommée. Houda n'admet pas que l'Égypte se sépare du Soudan, historiquement rattaché à son territoire. Elle crée une association féministe indépendante et une revue en langue française, l'Égyptienne. Alors nous avons eu en décembre 23 la loi fixant à 16 ans l'âge minimum du mariage de la jeune fille, et en 24 la fondation de la première école secondaire de jeunes filles. Et en 33 nous avons fêté les premières universitaires. En 1930, elle élargit sa lutte à un féminisme arabe et de manière générale à l'unité du monde arabe. C'est à ce moment-là qu'elle s'investit pour la Palestine. Ça va lui poser problème à l'intérieur des organisations internationales féministes dans lesquelles
Elle milite aussi parce que là, effectivement, on ne veut pas prendre position sur cette question. Elle est prise dans les dynamiques politiques, y compris les dynamiques internationales de l'époque. Donc c'est vraiment un personnage politique très très important qui n'a pas été reconnu à sa juste mesure. Pas reconnu à sa juste mesure, Ouda Sharawi meurt du choléra en 1947. Le président Gamal Abdel Nasser interdit son mouvement, mais continue à utiliser son image. Elle est banalisée parce qu'elle a été récupérée par une espèce de féminisme d'État, donc il y a des institutions, des rues. Moi je dirais que c'est un peu comme la récupération de Frantz Fanon en Algérie. C'est une récupération où on perd le message. On aura une espèce de féminisme d'État d'exportation et en même temps très peu de droits pour les femmes, à part l'éducation, mais pour les femmes les plus privilégiées. Un emblème dont on retiendra la volonté tenace de ne pas séparer la cause des femmes de celle de la libération nationale.